Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, la loi relative à l'état d'urgence et l'état de siège adoptée à l'Assemblée nationale. Une décision qui donne les pleins pouvoirs au chef de l'État. Le collectif Nyolank a déposé une lettre à l'Assemblée nationale pour essayer de contrecarrer le vote de cette loi. Des remous à l'hôpital Mam Abdulaziz Dabakh de Tivaouane. Les travailleurs ont observé un arrêt de travail suivi de sit-in ce matin. Ils réclament des primes et indemnités. Le plaidoyer de Youssou N'Dour pour l'annulation de la dette africaine. L'artiste a participé par visioconférence au One Planet Summit qui se tient à Paris en ce moment. Et puis en sport, fortune diverse pour le Giraffe et Tenguet FC en Ligue 1 après leur performance en Afrique. Le directeur technique Maya Sinmar en a profité pour saluer la bonne santé du football local. Vous l'entendrez dans ce 20h. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le chef de l'État a désormais les pleins pouvoirs pour décréter l'état d'urgence et l'état de siège sont passés par l'Assemblée nationale. Les députés ont majoritairement adopté la loi. Le vice-président de la commission des lois parle de précédents dangereux. La coalition Nyolank de son côté a manifesté son rejet. On voit tout cela dans cet élément signé Mamadou Fall et Mohamed Dian. Une Assemblée nationale bien sécurisée, des forces de l'ordre bien positionnées tour à tour ici. Aucune chance pour le mouvement Nyolank qui avait promis de manifester devant l'institution. La nouvelle stratégie trouvée est d'envoyer un seul représentant pour la déposition d'une lettre adressée au président de l'Assemblée. Un coordonnateur bien escorté par les forces de l'ordre. Il n'a même pas eu le temps de s'adresser à la presse devant l'institution. Chassé des lieux, il a finalement eu son entretien à plusieurs mètres de l'Assemblée, chose qu'il ne peut digérer. C'est le fait qu'il m'interdit de s'adresser à la presse devant l'Assemblée nationale qui appartient au peuple et non à une personne qui est le président de la République. Un projet de loi avec plusieurs zones d'ombre selon le vice-président de la commission des lois. La catastrophe naturelle dafa amul limite. Tay man nañ dem ba nga xamanteni tay opposition yi buñu gëna di manifester sax c'était une catastrophe naturelle. Le bo defay mu daal di génné état d'urgence décréter couvre-feu ak état de siège bu ko nexé ndax état de siège bo militaire yi ci bop ñoy génn yakarna ni lolu man dafa fi toll ni moy dañoo waroon a xeex nan lañuy def bu mbass mi génn ci biir réew mi. Mais l'honorable député de la mouvance présidentielle estime qu'il n'a rien à craindre. La procédure normale de l'Assemblée nationale n'a jamais changé. Mais s'il y a urgence, donc on doit donner au président Macky Sall le pouvoir d'agir très rapidement. Parce que quand on prend l'exemple des catastrophes naturelles qu'on a vécues cette année. Les députés ont débattu pendant plusieurs tours d'horloge à huis clos. Des échanges parfois houleux nous racontent une source, mais force est restée à la majorité. Le projet de loi a été finalement adopté. Merci à vous, Mamadou Fall. Direction hôpital Mam Abdulaziz Dabakh. Les travailleurs sont sortis pour réclamer leur indemnité. Ils ont effectué un arrêt de travail ce matin, suivi d'un sit-in. Explication dans cette correspondance signée Chérante Diop et Seylatir. Foulard rouge autour du cou, les blouses blanches de l'hôpital Mam Abdulaziz Dabakh de Tivaouane se sont fortement mobilisés pour réclamer leurs indemnités et primes de motivation. Aujourd'hui, nous avons procédé à ce sitting pour manifester toute notre colère par rapport à la direction qui ignore totalement nos droits et qui viole systématiquement le système de rémunération. La direction nous doit 4 mois de primes. La direction ne nous a pas payé sur les recettes à terme qui sont à l'origine de cet arrêt d'aujourd'hui parce que la direction cache les chèques des recettes à terme. Et sur ces recettes à terme, les travailleurs ont droit à 20%. Et un montant supérieur à 150 millions a été encaissé par la direction à l'insu des travailleurs qui n'ont rien reçu. L'hôpital Abdulaziz Dabakh fait partie des seuls hôpitaux du Sénégal. Il y a 80 personnes qui sont appelées des ASC. Ces ASC ont une ancienneté de plus de 20 ans. Et ils sont des diplômés. C'est des gens qui ont de l'expérience. Il y a une partie, c'est une personne très qualifiée. C'est eux qui tiennent le fonctionnement de l'hôpital. Ces gens-là reçoivent un salaire de 40 000 francs. Ces travailleurs de la santé déplorent aussi la mauvaise gestion de la direction et ils ont pointé du doigt la directrice de l'hôpital Mam Abdulaziz Dabakh de Tivaouane. Il y a un investissement qui a été fait en dehors de l'hôpital, un soi-disant totem, qui n'est rien d'autre qu'un tableau qu'on a érigé sur lequel on a écrit hôpital Abdulaziz Dabakh
et ils ont facturé cela à 9 millions. Nous avons joint la directrice de l'hôpital Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, Madame Bintou Diop Badiane, promet d'apporter des réponses après concertation avec son staff. Diop. Nous parlons à présent de la situation de la Covid-19 au Sénégal. La situation du jour, 245 cas positifs, 144 cas communautaires, 6 décès sur 1781 tests réalisés. Les cas positifs donc sont répartis comme suit, 101 cas contacts, aucun cas importé et 144 issus de la transmission communautaire. 33 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et près d'une centaine donc de patients déclarés guéris aujourd'hui. 24 malades de la Covid-19 ont perdu la vie et la région de Matam n'a toujours pas de réanimateur. Les cas graves se multiplient ainsi que les décès. L'hôpital de Ourossogui, de son côté, vient de perdre son médecin ORL parti vers Diourbel, dans une région où la pandémie a fini de mettre à nu les insuffisances du système sanitaire, nous dit Ali Bandelian. À l'image des autres régions du pays, le virus continue de circuler à Matam. Même si des efforts se signalent de plus en plus dans le cadre du respect des mesures barrières telles que le port de masque par exemple, la région continue d'enregistrer des décès. Presque aucune chance pour les personnes âgées dont la prise en charge reste encore impossible du fait du sous-équipement et de l'inexistence de médecins réanimateurs dans toute la région de Matam. À cette date, 24 décès sont enregistrés sur un total estimé à plus de 220 cas testés positifs au coronavirus. Malgré les cris d'alerte des spécialistes et des agents de santé, aucune réaction des autorités. Si les cas d'AVC et les traumas continuent d'être évacués systématiquement vers Touba et Dakar, les cas graves de la Covid-19 sont très exposés au CTE de Ourossogui, où il n'existe que 3 respirateurs sans même aucun lit chaud. Une pandémie qui a fini de mettre à nu toutes ces insuffisances du système sanitaire de la région de Matam. Non seulement le chirurgien de l'hôpital régional de Matam est parti depuis juin dernier, mais aujourd'hui, c'est l'hôpital de Ourossogui qui est en train de perdre son médecin en ORL, qui réaffecté dernièrement vers la région de Diourbel. Dans tous les départements de Kanel, de Matam et de Ranérou, seul le bloc chirurgical de Ourossogui est encore fonctionnel. 2 hôpitaux devant être complémentaires, mais sans pneumologue ni neurochirurgien, encore moins de neurologue. Pendant qu'ils se débrouillent avec 2 ambulances, la morgue de l'hôpital de Ourossogui ne s'y porte plus. Pendant ce temps, le calife de Kowel, lui, appelle les chefs religieux à renforcer les prières pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Pour le guide spirituel de cette cité religieuse située dans la commune de Médina Sabah, les prières restent en ce moment la meilleure alternative pour éradiquer cette pandémie qui continue de faire des ravages au Sénégal et dans le monde. C'était lors de la ziara annuelle de Kowel. Ibrahima Diamé et Faligay y étaient pour nous. La ziara annuelle de Kowel a vécu, mais sous le respect strict des mesures barrières. Tous les pèlerins étaient munis de masques. L'essentiel des prières a été concentré d'ailleurs sur la lutte contre le coronavirus. Au nom du Khalif donc, le porte-parole appelle les guides religieux du Sénégal à une mobilisation de prières contre cette pandémie qui pour lui seule la prière constitue la dernière alternative pour la bouter hors de nos frontières. Nous sommes convaincus que si le vaccin était la solution, la maladie n'aurait pas duré une semaine avec son lot de ravages aux États-Unis et en Europe. C'est pourquoi donc nous appelons les religieux à renforcer les séances de prière et Kowel a la ferme conviction que ça va impacter positivement. La ziara a été aussi l'occasion pour Kowel de remercier le gouvernement pour ses quelques réalisations dans la cité, mais aussi de formuler d'autres doléances relatives surtout à la grande mosquée de Kowel faite en banco très vétuste et qui menace ruine. Nous avons beaucoup de craintes pour notre grande mosquée et nous en interpellons le président de la République. Parmi les réalisations du gouvernement dans cette cité religieuse, il y a la piste de 3 km qui la relie à la Transgambienne, dont le Khalif demande d'ailleurs le bitumage, mais surtout l'électrification qui a été mise en marche juste à la veille de cet événement.
Grippe aviaire, le docteur Amadou Gueye rassure sur la maîtrise de la situation après l'apparition d'un foyer de H5N1 à Pout. Le coordinateur de l'interprofession avicole soutient que la situation est sous contrôle, même si la prudence reste de mise. Je vous propose de l'écouter. Il était l'invité d'Info du matin avec Mamadou Fall et Ahmadou Ba. Il s'agit d'un seul foyer pour le moment, circonscrit, une ferme avicole qui est située dans la zone de Pout, dans la forêt appelée Aluncagne. Les mesures conservatoires ont été prises, donc et un seul foyer. La procédure prévoit que tous les cadavres, la volaille même saine du même poulailler, les produits ont été enfouis avec la procédure de biosécurité qui s'y est, et que pour le moment, on en est à un seul foyer. Et tous les acteurs, le ministère, l'interprofession avicole, tous les acteurs, d'une manière générale, sont en train de mener une enquête épidémiologique. Ça nous permettra de voir d'où est-ce que est venue cette maladie, quels sont les différents paramètres, et ça nous permettra, on l'espère bien, de circonscrire cette maladie à un seul foyer, et là on aura réussi à étouffer le virus. Il n'y a aucun risque de contracter la maladie en consommant une viande de volaille. Le virus ne se transmet pas par la consommation de viande. Et je voudrais rassurer les consommateurs, leur dire qu'il n'y a pas de risque, il n'y en a pas, il n'y a aucun risque à consommer le produit avicole et que vous pouvez être tranquille et que consommer la volaille, consommer les produits avicoles, vous n'avez aucun risque de contracter la maladie. Les étudiants des 13 espaces numériques ouverts qui forment l'Université virtuelle du Sénégal, toujours confrontés à des soucis d'outils de travail, problèmes de connectivité, d'ordinateurs de qualité, locaux insuffisants, abris provisoires. Pour tous ces manquements, le président de la Fédération des étudiants de l'UVS rappelle à leur ministre de tutelle ses promesses. Mohamed Ndiaye en parle au micro d'Ibrahima Diamé et Fally Gaye. On avait remarqué qu'à chaque fois, il y a des défaillances de connectivité au niveau des zénos. Les puces de connexion ne sont pas suffisants. Les outils de travail aussi, c'est-à-dire les modems de connexion et les machines, ne sont pas de très bonne qualité. Aussi, il y a insuffisance de manque de personnel administratif, n'est-ce pas? Et voilà, et tant de choses, de problèmes, voilà, qu'on peut lister aujourd'hui. Maintenant, par rapport à cela, on avait exposé cela à l'administration nationale, mais aussi à l'État, au ministère en tant que tel. Et aussi, la semaine passée, on avait fait un séminaire à Dakar avec Pape Gora Gueye, l'ambassadeur des étudiants. Voilà, pour qu'au moins lui, il va faire la médiation avec l'État pour puisse accélérer les travaux et autres. Parce que la quasi-totalité des zénos qui sont actuellement, des 13 zénos, sont dans des zones provisoires comme à l'ENO de Kaolack. On a loué ici. Voilà. Maintenant, l'État a décidé de terminer les zénos qui sont déjà en construction très rapidement. Les zénos dont leurs travaux ne sont pas encore démarrés, donc il va les démarrer très rapidement et augmenter aussi le nombre de zénos pour qu'au moins le nombre de zénos va couvrir le nombre d'étudiants. Puis les ministres des Affaires étrangères du Sénégal et du Japon ont planché sur plusieurs dossiers à l'image des accords sur l'agriculture, le financement de la deuxième phase de la CMU, entre autres. Aïssata Talsal et Motegi Toshimitsu se sont entretenus ce matin à l'occasion d'une visite de 72 heures du chef de la diplomatie japonaise, Maïmouna Ndiaye. 3 jours de séjour, le ministre des Affaires étrangères du Japon tire le bilan de la coopération entre son pays et le Sénégal. Le Japon poursuit ses efforts à travers le processus de la TICAD pour réaliser la couverture sanitaire universelle CSU en Afrique. Notre soutien pour l'aménagement du système de la santé démontre aujourd'hui sa véritable valeur en ce moment de la lutte contre la Covid-19. Nous avons convenu de renforcer la relation des affaires visant le post-Covid. Donc j'aimerais bien travailler encore pour promouvoir l'investissement et encore poursuivre notre coopération technique dans ce domaine. Des échanges, des accords signés entre les deux parties, les secteurs prioritaires, l'agriculture, la pêche, la santé, entre autres. Un important accord dans le cadre agricole
a été signé hier pour une valeur de 37 milliards de francs CFA destinés à l'aménagement de périmètres rizicoles pour soutenir la résilience agricole et la souveraineté alimentaire. Également, je suis heureuse que dans les autres secteurs de notre coopération, tels que l'hydraulique, vous travaillez au dessalement, à la mise en place d'une usine de dessalement de l'eau de mer. Nous allons bientôt commencer ce programme. Également à l'acquisition de pirogues pour la pêche en fibre de verre. Cela non seulement modernisera le secteur de la pêche, mais va nous aider à lutter contre l'immigration irrégulière. Mais là où je voudrais vraiment insister, c'est sur le plan de notre coopération dans le domaine sanitaire, où vous avez soutenu la couverture maladie universelle. Vous avez soutenu la première phase pour 40 milliards de francs CFA et vous vous engagez également à soutenir la seconde phase. Je voudrais me féliciter de cela. Dans le domaine du sport également, les Jeux olympiques de Tokyo 2021 se sont invités dans les débats. Nous sommes en train de travailler en unité au Japon pour la préparation des Jeux olympiques en 2022, en cette année. Et nous aimerions faire la relais jusqu'en 2026 que préparer les Jeux olympiques de la jeunesse au Dakar. Concernant la lutte contre la pandémie Covid-19, les ministres des Affaires étrangères sénégalais et japonais ont salué le mécanisme COVAX. Ils s'engagent à renforcer la coopération face aux crises d'une manière générale. Un peu Youssou N'Dour qui plaide devant une trentaine de décideurs du monde entier l'annulation de la dette africaine. L'artiste planétaire, par visioconférence, a participé au One Planet Summit qui se tient actuellement à Paris. Une occasion pour lui également de se prononcer sur le changement climatique et la biodiversité en Afrique. Pape Faraning, Ababakar Kamara. En présence d'une trentaine de leaders mondiaux dont le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, le président de la Banque mondiale, le prince héritier de la Grande-Bretagne, le secrétaire général de l'ONU, entre autres, à l'occasion du One Planet Summit qui se tient actuellement à Paris, la star sénégalaise a été conviée à la cérémonie. Il en a profité pour donner son point de vue sur l'impact du changement climatique sur la biodiversité en Afrique. Ça parle de réchauffement climatique et des effets sur la biodiversité. Et moi j'y ai rajouté aussi ce côté économique. Donc nous avons eu l'occasion de faire ce plaidoyer parce que nous ne sommes pas ceux qui vraiment polluons. Ce sont les pays riches. Donc il fallait expliquer cela, montrer toute l'importance de ce sommet et laisser des messages et montrer notre engagement. Pour l'Afrique, Youssou N'Dour remet encore sa robe d'avocat. Il plaide pour l'annulation de la dette. Quand il y a des inondations, quand il y a la sécheresse, quand il y a déplacement des populations, il y a nécessairement pour les problèmes de santé et de sécurité, automatiquement des infrastructures à mettre en place, des infrastructures adaptées, ce qui veut dire investir. Si nous voulons investir aujourd'hui pour suivre la marche du monde, il nous faut un nouveau départ. Et ce nouveau départ passe, mais vraiment par l'annulation de la dette. La bonne gouvernance et la stabilité dans les pays africains, des conditions sine qua non pour l'annulation de la dette, estime Youssou N'Dour. Je sais que les pays qui se comportent très bien, comme le Sénégal, au niveau de la démocratie, au niveau de la gestion même des ressources, je crois que le Sénégal peut compter sur vraiment cette démarche-là de pays exemplaires. D'ailleurs, c'est cette chanson et le discours de Youssou N'Dour qui ont ouvert la 3e édition du One Planet Summit, dont 4 grands thèmes majeurs seront débattus, dont la protection des écosystèmes terrestres et marins. À la clôture, de grandes décisions sont attendues après une année 2020 perturbée par la Covid-19. Dans l'actualité internationale, la police de Douala qui a chargé un groupe de jeunes qui s'opposaient aux opérations de casse et de déguerpissement des emprises de l'aéroport international. Les travailleurs du secteur public au Tchad en grève à compter de ce lundi. Et puis les États-Unis, où les démocrates ont engagé ce lundi à la Chambre des représentants plusieurs procédures qui visent à obtenir le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche. On voit cela avec Daniel Youf. Affrontement entre riverains et forces de l'ordre près de l'aéroport international de Douala samedi. La police a chargé un groupe de jeunes qui s'opposaient aux opérations de casse et de déguerpissement des emprises de l'aéroport. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène.
Les autorités évoquent des questions de sécurité et le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations qui démarre ce samedi. Les violences ont été suivies d'arrestations. Ce sont des milliers de familles qui sont impactées. Les autorités préviennent les opérations de casse et de libération de l'emprise aéroportuaire se poursuivront. Au Tchad, les travailleurs du secteur public, à travers un regroupement de plusieurs organisations, ont décidé de paralyser l'administration à compter de ce lundi, mécontents de constater le non-respect des engagements du gouvernement qui leur avait promis de restaurer les avantages sociaux supprimés depuis 2016 en raison de la chute des prix du pétrole. Ils disent attendre que le gouvernement paye les frais de déplacement de 2017, 2018 et 2019, mais aussi qu'il lève le gel des effets financiers sur les avancements et le reclassement. Le gouvernement assure que les syndicats sont de mauvaise foi et que les avantages suspendus ont été presque tous restaurés. Le gouvernement estime qu'en décidant d'aller en grève, les syndicats font de la politique et rien d'autre. Aux États-Unis, les démocrates ont engagé ce lundi à la Chambre des représentants dont ils ont le contrôle plusieurs procédures qui visent à obtenir le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche 5 jours après l'assaut de ses partisans contre le Capitole à Washington. Un acte d'accusation contre Donald Trump, première étape vers l'ouverture formelle attendue cette semaine d'une deuxième procédure de destitution contre le président américain accusé d'avoir incité à la violence. Les démocrates ont par ailleurs présenté une autre résolution demandant au vice-président Mike Pence de démettre Donald Trump de ses fonctions en vertu du 25e amendement de la Constitution américaine. Mais un républicain s'est opposé à son adoption immédiate à l'unanimité. Un vote en séance plénière devrait avoir lieu dès mardi. Et puis la tradition a été respectée en Éthiopie. Ce dimanche, le pays a organisé l'édition 2020 de la Great Ethiopian Run International, la plus importante course sur le continent. Plus de 12 000 athlètes ont rivalisé d'ardeur sur un parcours de 10 km à Addis Abeba, malgré l'épidémie de coronavirus. Le nombre de participants en baisse par rapport aux prévisions. 50 000 athlètes étaient attendus cette année, mais à cause du Covid-19, seulement le quart a pu prendre part à la manifestation, selon Haile Gebrselassie, athlète et initiateur de la course. C'est en 2002 que la première édition a eu lieu pour soutenir la lutte contre le sida et promouvoir la destination Éthiopie. Merci pour la perche, Daniel Diouf. L'occasion donc, la transition tout trouvée pour aborder l'actualité sportive avec la deuxième journée de la Ligue 11 sénégalaise. L'AS Jaraaf qui entame sa saison par une victoire en succès en but à 0 face à Dakar Sacré-Cœur. Le compte-rendu de ce match avec Fatimata Touré et Ahmadouba. Porté par l'étoile de sa qualification au tour de cadrage de la Coupe de la Confédération, l'AS Jaraaf débute sa saison en Ligue 1 par un succès en but à 0 face à Dakar Sacré-Cœur lors de la deuxième journée. Depuis qu'on a commencé, c'est notre meilleur match dans le contenu parce que vraiment nous avons bien joué. Surtout en première période où vraiment il y avait de très bonnes choses, des bonnes séquences, une bonne maîtrise collective et puis un jeu très cohérent. On a créé un nombre incalculable d'occasions de but, mais malheureusement on est resté sur un but à 0. La priorité, ça doit être le championnat. C'est le championnat parce que le tour est encore loin. Parce que on ne sait même pas si ce jour on va être là. Donc c'est loin. Ce qui est important, c'est de rester là où on est. Donc il y a le championnat qui est là, donc on se concentre sur le championnat. On essaie de faire le maximum, d'apporter les correctifs. Même malgré la victoire, il y a toujours des correctifs à faire. Dakar Sacré-Cœur, cueilli à froid par le but de Jaraaf à la 3e minute, est toujours à la recherche de sa première victoire de la saison. On a pris un but très tôt et on a cru après le score jusqu'à la fin du match. C'est pas un drame. Nous allons continuer, comme je vous l'ai dit, à travailler parce que c'est un championnat. On gagne aujourd'hui, on perd demain. Un match sous la présence du président de la Ligue sénégalaise de football professionnel qui veille au respect du protocole sanitaire. Et que le huis clos soit respecté et que les jauges, qui sont des jauges équipes, encadrement officiel compris autour de 110 personnes, soient effectivement respectés. Et donc je me suis déplacé aujourd'hui ici pour vérifier que l'ensemble de ces éléments sont respectés parce que c'est ce qui nous permettra effectivement de pouvoir continuer nos compétitions. L'AS Jaraaf est au pied du podium avec 3 points et un match de retard. Dakar Sacré-Cœur se retrouve à la 12e place sur 14 équipes. Il a 1 point après 2 journées de Ligue 1.
Raf et Teungueth FC, auteur de bonnes performances en compétition interclub en Afrique, la direction technique nationale du football salue la régularité des championnats locaux et croit aux chances de nos représentants en Afrique. On voit cela avec Cheikh Sadibou Diarra et Ahmadouba. Teungueth FC en phase de poule de la Ligue africaine des champions. Jaraaf a un tour de celle de la Coupe de la Confédération. Pour le directeur technique national, le football sénégalais bénéficie pour une fois d'une certaine continuité. Nos équipes, en tout cas, cette fois-ci, sont parties jouer avec leur propre effectif. Il n'y a pas eu vraiment de départ, n'est-ce pas? Ils ont gardé leurs effectifs et ensuite ils ont eu le temps de bien se préparer, naturellement, parce que souvent on y va jouer alors que le championnat juste vient de terminer ou bien on n'a pas encore démarré le championnat et c'est des handicaps également aussi. Mais tout compte fait, en tout cas, cette année, nous avons nos deux équipes, en tout cas, qui nous représentent en Coupe d'Afrique et qui ont fait vraiment une bonne figure. Mayacine Mar estime que Teungueth FC et Jaraaf n'ont pas de pression pour la suite en vue de leurs adversaires. Il y a un challenge à jouer par Teungueth et il faut prendre effectivement ces matchs-là, match après match. Et je pense qu'il faut qu'ils jouent crânement leur chance. Et moi, j'estime très sincèrement que le Teungueth, effectivement, ne sera pas vraiment vu par rapport à ça. Et il faudra effectivement jouer crânement sa chance. Le Jaraaf, je pense que le Platinium est à sa portée, de mon point de vue. Parce qu'en fait, j'ai vu un match contre une équipe de la Mauritanie. Et je vois quand même que c'est une équipe quand même, qui peut ne pas poser beaucoup de problèmes à l'équipe de Jaraaf. Le Sénégal quand même est l'un des pays qui a un championnat le plus régulier en Afrique. Parce que quand même nous jouons régulièrement à tous les niveaux, en professionnel, en amateur. Et je pense que ça c'est important. Maintenant c'est vrai qu'il faut continuer à travailler et également aussi donner encore plus de chance à nos équipes. D'autant plus que le championnat a démarré. Ça nous permettra également d'avoir beaucoup de matchs dans les jambes. Et d'ici le mois de février, je pense que quand même le Jaraaf comme Teungueth FC seront vraiment prêts pour affronter effectivement la dernière manche. Les représentants du Sénégal en compétition interclub africain ont eu des fortunes diverses pour leur début en Ligue 1 cette saison. Une victoire pour Jaraaf et un nul blanc pour Teungueth FC à Thiès. Et puis en mot de basket avec le démarrage ce week-end du championnat chez les dames, le Jaraaf de Dakar qui surclasse Isaac Sport 70-27. C'était lors de la première journée au stadium Marius Ndiaye, compte rendu signé Mamadou Ndiaye et Ahmadouba. L'ASC Jaraaf sans pitié pour Isaac Sport lors de la première journée de National 1 féminin. Une victoire écrasante 70-27 sans tomber dans l'euphorie. C'est un bon début parce que déjà jouer le premier match c'est hyper important et le gagner c'est excessivement bien. Donc c'est un bon départ. L'objectif, comme on le dit, vous avez vu depuis 1 an et demi, on a perdu 5 meilleures joueuses. Donc tu ne peux pas perdre tes 5 majeurs en 1 an et demi et prétendre autre chose. On est en train de construire, de préparer l'équipe de construire pour les 2 années à venir, les 2 voire 3 années à venir, pour essayer de jouer les grands rôles dans 2-3 ans. Un sévère revers pour Isaac plombé par le déficit de préparation. Et le Jaraaf nous a imposé un défi physique. Et nous aussi, donc, on n'a pas su répondre face à ce défi physique-là. Et le gros du problème avec nous, c'est qu'on a une équipe pratiquement qui est composée exclusivement dirigeantes. La plupart du temps, elles ont cours. Et souvent, des fois, on s'entraîne 2 fois par semaine. Et ça, vraiment, ça nous pose problème. Et ce qui est apparu dans ce match-là, on est vraiment une jeune équipe qui est montée l'année dernière et quand même le championnat n'est pas arrivé à terme. Et je pense que l'objectif reste le même et demeure aussi le maintien. Sur les gradins, le directeur technique régional de Dakar est satisfait de la reprise de la compétition partout au Sénégal. Nous avons joué à Dakar, à Rufisque, à Louga, à Saint-Louis. Donc aujourd'hui, on rejoue à Dakar, en Casamance, à Ziguinchor, et à Saint-Louis aussi. Donc je pense que tout se passe bien. Au niveau de l'organisation, au niveau des équipes, au niveau des officiels aussi, tout se passe bien. Les matchs ont démarré. Isaac Sport homme en National 1 masculin. Il a surpris Asfa sur le score de 59-51. Merci à vous, Mamadou Ndiaye. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information demain à partir de 6h30 dans Info Matin. Voilà, à Rome, vous êtes quand même bien là. Les gars, on n'aura pas de deuxième partie aujourd'hui. Cheikh Tidiane, merci beaucoup. Alors, juste